Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous demande d'inviter sur le plateau de cette émission le vice-président des Républicains, Aurélien Pradié. Bonsoir Aurélien Pradié. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Backseat. Je le disais, vous êtes vice-président du parti Les Républicains, député du Lot. Vous avez été décrit par le journal Le Point comme un bébé Chirac, comme un rebelle. On dit que vous travaillez votre gauche, on parle aussi de franc-tireur, de solitaire. Bref, il y a plein de qualificatifs qui vous décrivent. Vous avez été découvert en grande partie par ma communauté sur Twitch lorsque j'ai couvert le débat du Congrès Les Républicains, puisque vous étiez candidat contre Éric Ciotti et Bruno Retailleau pour la présidence du parti. Et on a découvert Aurélien Pradié, un profil un peu iconoclaste dans son propre parti. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser ce soir. Et parmi les questions qu'on voulait vous poser, vous sortez à peine de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour venir sur le plateau de Backseat. D'ailleurs, je le dis par avance, vous allez y retourner juste après parce que ce soir, ça va reprendre, pas trop crevé. Non, tout va bien, je suis très heureux d'être avec vous. C'est un roman mensonge, ça. Ouais, je pense que mon visage trahit autre chose que ce que je vous dis. Vous avez l'air claqué, c'est vrai. Mais merci beaucoup, je suis très heureux. Mais c'est aussi ça, être député. Par des compliments. Et justement, aujourd'hui, donc journée dans l'hémicycle pour vous, journée de mobilisation dans la rue partout en France, on l'a dit tout à l'heure dans les villes moyennes, notamment à Albi, appel à la grève pour le 7 mars. Est-ce que ça vous laisse entendre qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que ce mouvement social d'opposition à la réforme des retraites, vous qui êtes contre le décalage de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, est-ce que ce mouvement montre la voie pour vous? Je ne sais pas, est-ce que j'ai une opposition totale à la réforme des retraites? Non, je pense qu'il faut qu'on puisse réformer notre système de retraite, je pense qu'il faut le faire autrement, différemment. C'est des propositions anciennes que j'ai portées, notamment à l'époque où j'étais candidat face à Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Mais nous, on est dans un autre combat qui est le combat qu'on mène à l'Assemblée nationale, qui est un combat parlementaire, un combat démocratique. Et moi, j'aime pas trop mélanger les choses. J'aime pas quand ce sont les leaders syndicaux ou la rue qui donnent des ordres aux députés. Nous, on est totalement libres. D'ailleurs, on doit l'être à l'égard du parti politique aussi. Un petit peu, depuis 2-3 jours, on a le sentiment que c'est un peu les uns les autres qui s'organisent et qui se coordonnent. Donc nous, on a une bataille parlementaire à mener. Elle est compliquée parce qu'elle traîne, c'est très long, qu'on n'ira pas jusqu'au bout de l'examen du texte, puisqu'il y a une date limite qui est vendredi minuit, qu'on ne pourra pas voter sur tout le texte. Donc on essaie d'arracher, en tous les cas, c'est le combat que je mène, progressivement des mesures qui feront que la vie des Français sera meilleure. Alors on va en parler justement de ces mesures et des différents pas de deux qu'a fait le gouvernement sur cette mesure. Mais avant ça, plus globalement, pourquoi Aurélien Pradié vous opposez-vous au report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, alors que vous êtes vice-président d'un parti qui proposait il y a encore quelques mois 65 ans comme l'âge légal de départ? Pourquoi? D'abord, c'est le fait que j'ai une fonction au parti ne conditionne pas mes convictions. Un parti politique, c'est pas une caserne, c'est pas une secte, heureusement d'ailleurs. Et on peut dire des choses différentes les uns des autres dans un parti politique. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut respecter ceux qui bossent dur. Ceux qui bossent dur, c'est généralement ceux qui ont commencé tôt. Je ne dis pas que ceux qui ont fait des études ne travaillent pas dur. Mais quand vous avez commencé à 14 ans, à 16 ans ou à 17 ans, pour moi, c'est normal que vous partiez plus tôt que celui qui a commencé à 25 ans. Et dans les études qu'on a d'ailleurs, ceux qui ont commencé à travailler tôt sont en général ceux dont les métiers sont les plus pénibles, physiquement, sont des artisans, etc. et dont les salaires sont plus bas que ceux qui ont commencé à travailler plus tard. Ça se comprend, quand vous avez fait des études, vous avez un niveau de salaire meilleur. Et cette réforme-là, elle prend mal en compte ce point-là, qui est ce qu'on appelle les carrières longues. Celui qui a commencé à bosser tôt va devoir faire, s'il a commencé à 16 ans, 44 ans de cotisation, 44 annuités, alors que celui qui a commencé à 25 ans ou à 30 ans va aussi faire 44 annuités. Et donc c'est une des batailles que j'ai menées parce que je souhaite que la réforme des retraites ne soit pas une manière de faire en sorte que ceux qui travaillent déjà dur soient condamnés demain à travailler encore plus dur pour financer je ne sais quelle autre dépense sociale. Voilà ce que j'ai toujours défendu. Une question là-dessus, mais avant ça, pourquoi j'ai l'impression d'entendre un responsable de gauche là, dans tout ce que vous venez de dire? Pourquoi ça sonne de gauche dans ma parce qu'il faut que vous remettiez votre cerveau à l'endroit, mais ça je vais aidez-moi, je vais vous y aider progressivement. Non, si je suis plus sérieux, parce que ça fait déjà près de 10 ans que la droite elle tient plus discours. Oui. Parce qu'on a presque oublié que fut un temps où la droite, elle était extrêmement attentive, hyper respectueuse des travailleurs, des familles modestes, des travailleurs les plus modestes de notre pays. Vous savez, quand la réforme des retraites a été conduite par Jacques Chirac à l'époque et par Nicolas Sarkozy... 2003 et 2010. Exactement. À ces deux occasions, on a créé ce qu'on appelle le régime de pénibilité, qui aujourd'hui est en place, et le dispositif des carrières longues, dont je parlais aujourd'hui, qui doit être amélioré. Donc la droite, historiquement, elle a toujours été attentive à respecter le travail, y compris le travail le plus dur. Sûrement, depuis quelques années, on a eu le sentiment que la droite, elle s'intéressait plus aux chiffres
qu'à la vie de nos concitoyens. Moi, je me suis engagé en politique, j'avais 17 ans. Je ne viens pas d'un milieu politique, mes parents ne faisaient pas de politique, je n'ai pas fait d'études politiques, enfin, le peu que j'ai fait, ça n'a pas été une réussite. Et très tôt, je me suis engagé comme élu local, et je me suis engagé parce que je considérais que la politique, elle était là pour corriger les injustices, pour en particulier porter la voix de ceux qui n'avaient pas de parole. Ceux pour qui tout va bien, en général, ils savent se défendre. Ceux pour qui ça va mal, c'est plus compliqué. Vous parlez de la France qui bosse et du respect de ceux qui travaillent. On a aussi beaucoup entendu la droite défendre la baisse du coût du travail, réduire les cotisations sociales, réduire les impôts sur les entreprises et sur les ménages. Ça peut aussi créer cette dissonance cognitive dans ma tête quand je vous entends prononcer ces discours-là. Oui, sûrement. Et puis aussi parce que depuis 10 ou 15 ans, la droite, elle s'est résumée à être une punition pour les Français. Alors, je ne vous fais pas de détails sur quelques campagnes présidentielles, mais même moi qui étais un militant de ces campagnes présidentielles, j'avais le sentiment que l'objectif politique était de punir les Français. Et les punir de quoi? Est-ce que les Français sont vraiment les responsables aujourd'hui du fait que les politiques n'aient pas tenu les comptes publics? Ce n'est pas les Français qui sont responsables de ça, ce sont les responsables politiques qui le sont. Est-ce que celui qui a commencé à bosser à 16 ans, on peut le tenir comme responsable du déficit du système de retraite? Pas du tout, il va cotiser plus que les autres. Bref, c'est tout cela que j'essaie de dire. En fait, je retrouve le chemin d'une droite qui a historiquement existé. Alors c'est très ancien, je n'étais pas né et beaucoup d'entre vous ne l'étaient pas non plus, mais la droite qu'on appelle gaulliste, c'est-à-dire celle du général de Gaulle, qui est une vieille histoire, et puis tout ce qui a suivi ensuite, c'était une droite qui était capable, je ne sais pas si elle était sociale, mais en tous les cas, elle était très attentive aux injustices. Et puis je vous redis que moi, je me suis engagé en politique pour ça, parce que je pense que la politique, elle est faite pour lutter contre les injustices, pas pour gérer les injustices. Et ces combats-là, c'est ceux que je mène depuis quelques années sur beaucoup de sujets, les violences conjugales, le handicap et aujourd'hui les retraites. Léa. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, Oh l'intro. non, j'ai plein de choses en tête. Vous parliez tout à l'heure du fait que le parti politique n'était pas une secte, tant mieux, parce que les sectes sont interdits en France. Encore qu'on et les partis politiques pas encore. Et les partis politiques pas encore, effectivement, même s'ils n'ont pas beaucoup de succès, il faut bien le dire. Moins que les sectes, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Les Républicains ont perdu énormément d'adhérents, on va pas revenir là-dessus, et adhérentes. Il y a quand même une certaine logique de discipline au sein d'un parti. Là, on a vu avec le bureau politique de LR qui a quand même voté une motion de soutien à cette réforme des retraites. Que vous n'avez pas voté. Que vous n'avez pas voté au demeurant. Est-ce que, quand vous voyez Éric Ciotti qui deal en quelque sorte quelque chose en amont avec le gouvernement, qu'est-ce que ça vous fait, vous ? Parce qu'en fait, là, ça a été dealé, en quelque sorte, que LR allait soutenir cette réforme. Et vous êtes que quelques-uns à, finalement, être un peu un caillou dans la chaussure et du gouvernement et des LR. Oui, et puis c'est très bien. Moi, j'ai rien dealé depuis le départ. Et d'ailleurs, vous voyez, ceux qui, peut-être, ont donné l'impression d'avoir dealé très tôt, est-ce que c'est la méthode qui a permis d'obtenir le plus de choses ? La semaine dernière, quand j'ai commencé à dire sur les retraites, je ne suis pas d'accord, il faut qu'on corrige la question des carrières longues, pendant une semaine, tout le monde a dit Pradier, c'est un emmerdeur, ce type, c'est un jusqu'au-boutiste. J'ai eu quelques compliments de mes amis, vous voyez, qui disaient, mais enfin, pourquoi il ne s'était pas, celui-là ? Bon, on a obtenu qu'Elisabeth Borne bauge sur les 17 ans. C'est-à-dire ceux qui ont commencé à 17 ans vont faire 43 années. En fait, vous êtes meilleur que l'état-major de Républicains pour obtenir des trucs. Bah si, c'est un peu ça ce que vous nous dites. Ne me demandez pas de répondre à cette question, j'ai déjà assez d'emmerdements depuis une semaine. On embrasse la direction des Républicains qui regarde cette émission. Typiquement, êtes-vous satisfait de cette avancée, entre guillemets, de la part d'Elisabeth Borne ? Non, ça suffit pas. D'accord. Et j'ai été très clair, j'ai dit que tous ceux qui avaient commencé avant 21 ans, qui sont en carrière longue, doivent pouvoir partir avec les 43 annuités. Elisabeth Borne, elle a d'abord bougé sur les 20-21 ans. Alors accrochez-vous parce qu'il faut comprendre. Elle a dit, bon, mais pour les 20-21 ans, je veux bien, ce sera 43 annuités. Pour ceux qui ont commencé à 14 ans, ce sera 44 annuités. Pour ceux qui ont commencé à 15 ans, ce sera 43 annuités. Pour ceux qui ont commencé à 16 ans, ce sera 44. Pour ceux qui ont commencé à 17, ce sera 43, etc., etc. Donc ça dépend si vous avez commencé à un âge pair ou à un âge impair, ben vous êtes gagnant ou vous êtes perdant. Parce qu'il y a un impact aussi sur la surcote. C'est totalement injuste. Et l'impact sur la surcote. C'est totalement injuste et totalement stupide. Et donc Elisabeth Borne a annoncé ça hier. Personne n'a rien compris. Pendant 1 heure, je suis passé pour le grincheux de service parce que quand tout le monde m'a dit « Alors vous êtes content, monsieur Pradier, vous avez obtenu ?» Je dis « Ben non, on a obtenu sur les 17 ans, mais excusez-moi, il y a encore un problème sur les 14 ans, les 16 ans et les 18 ans. » Et pendant quelques minutes, certains de mes amis ont dit « Enfin, ça suffit, c'est pas possible, il va nous embêter jusqu'au bout. » J'ai tenu, et vous voyez, depuis 2 jours, les uns et les autres, y compris les journalistes, observent en disant « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pourquoi est-ce que ceux qui ont commencé à 14 ans feraient 1 an de plus que ceux qui ont commencé à 15 ? Et ceux à 16 et ceux à 17 ?» Et donc, on a bon espoir que ça bouge. Et en tous les cas, moi, je ne lâcherai pas ce combat. Ça peut encore bouger d'ici à demain soir ?
Bien sûr, ça peut bouger jusqu'à demain soir. D'ici à demain soir, ça peut bouger après. Et moi, j'ai dit clairement, si ça n'a pas bougé, je voterai contre la réforme. Si ça a bougé, je la voterai. Les choses sont très claires. Maintenant, on va voir si les Indiens, que nous sommes quelques-uns à être depuis quelques jours... Il y a d'autres dispositions de la réforme qui vous dérangent ? Moi, si j'avais fait la réforme, je l'aurais faite différemment, mais la question ne se pose pas. Je ne suis pas au gouvernement. Moi, j'ai défendu la question de la durée de cotisation. C'est-à-dire, je ne suis pas fan de l'âge légal. Je pense que quand on dit il y a un âge légal, c'est assez hypocrite. C'est hypocrite pourquoi ? Parce que vous avez des Français qui ne partent pas à l'âge légal, qui ne peuvent pas partir à l'âge légal parce qu'ils sont cassés par le travail avant, ou qui certains vont continuer après parce qu'ils sont en bonne santé et ils veulent continuer davantage. Et pour moi, ce qui est le plus juste, c'est la durée de cotisation. Aujourd'hui, pour partir à la retraite, que tout le monde comprenne bien, il vous faut avoir fait 43 annuités de cotisation, c'est-à-dire avoir cotisé pendant 43 ans, et avoir atteint l'âge légal, 64 ans. Donc, si vous avez, par exemple, commencé très tôt, à 18 ans, que vous avez fait vos 43 annuités, on vous oblige à aller jusqu'à 64 ans, alors que vous auriez pu partir à 62, par exemple. Je trouve ça injuste. Donc moi, j'ai défendu cette idée, mais c'est une autre réforme des retraites qui consiste à dire, vous partez quand vous avez atteint le nombre d'années nécessaires. Bon, maintenant, je m'attache à la réforme telle qu'elle est proposée par le gouvernement. Je ne peux pas tout réécrire, donc je choisis mes combats. Et j'essaie d'améliorer le texte, notamment avec la question des carrières longues. Sacha. J'ai une question sur ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi la droite avait abandonné les travailleurs. Est-ce que la droite n'a pas abandonné les travailleurs parce qu'elle est devenue obsédée par l'immigration et les enjeux sécuritaires ? En partie, sûrement parce qu'on n'a plus parlé que de ces sujets, donc on a oublié de parler du reste. On a oublié de parler d'écologie, on a oublié de parler de tous ces sujets sur lesquels la droite, historiquement, a eu des choses à dire. On l'a un peu oublié, mais Chirac a porté des grands engagements sur la question écologique, notamment l'inscription du principe de précaution dans la Constitution de la République, qui était un acte de protection de l'environnement très très fort à l'époque et très contesté. C'est Chirac qui le porte. Mais ensuite, la droite, elle n'a parlé effectivement que de ces questions d'immigration, qui sont importantes. On ne peut pas considérer que ce sont des sujets secondaires. On a oublié de parler de tout le reste. Et donc, on a fini par répéter toujours les mêmes rengaines sur ces sujets, à tel point que les Français ne nous écoutaient plus, et on a fini aux dernières présidentielles avec moins de 5%. Voilà pourquoi je pense qu'il faut secouer la table. Alors, si j'essaie de résumer effectivement ce que vous avez défendu dans cette campagne au Congrès Les Républicains, vous avez essayé de dire la droite ne s'en sortira pas si elle continue avec son triptyque immigration, islamisme, baisse d'impôts. C'est cette espèce de cercle, pour vous, c'est un cercle qui ne mène nulle part, que face à une Marine Le Pen et un Emmanuel Macron, la droite républicaine, si elle veut renaître, doit réinventer son discours et proposer autre chose. C'est ça, Aurélien Pradié ? C'est comme ça qu'on peut le dire ? Ce que je souhaite, c'est que la droite, elle parle de la vie de nos concitoyens. Moi, je me suis engagé en politique, pardon, je parle de moi, mais beaucoup de mes amis aussi, pour changer la vie des Français. Pour changer la vie. Si vous avez 5 ans de présidence de la République et que ça ne change pas positivement votre vie, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de politique pour ça. Il faut mettre des technocrates qui gèrent le pays. La droite doit retrouver un idéal. Et l'idéal, ça ne peut pas se résumer au triptyque que vous évoquiez. L'idéal, c'est celui qu'on peut porter en disant, par exemple, demain, il faut travailler plus, oui, mais il faut travailler mieux. C'est-à-dire qu'il faut organiser nos semaines, peut-être avoir un peu plus de temps libre, pouvoir travailler davantage pour en profiter, etc. Vous seriez prêt à défendre une réduction du temps de travail sur l'année, sur la semaine, sur la journée ? Vous seriez prêt à défendre travailler mieux ? Oui, je l'ai fait. Il y a un mois, j'ai proposé que la droite réfléchisse à la semaine de 4 jours, mais travailler entre 36 et 38 heures. Pourquoi ? Parce que oui, en 4 jours, mais ce qui est possible, ce qu'on fait déjà, beaucoup de travailleurs le font. Il ne faut pas avoir d'enfants, quoi, mais ouais. Oui, mais si, parce que justement, vous pouvez vous profiter de vos enfants le 5e jour, le 6e et le 7e. Aujourd'hui, vous voyez bien, quand on est recruté dans une entreprise, on négocie 2 choses aujourd'hui. On négocie son salaire, on négocie aussi l'organisation du temps de travail pour pouvoir bénéficier d'une journée supplémentaire, etc. Si vous voulez vraiment profiter du vendredi avec vos enfants, il vaut mieux avoir bossé un peu plus avant pour avoir un salaire un peu supérieur. Mais cette idée, je l'ai posée sur la table il y a un mois, en disant travaillons plus, mais travaillons mieux dans l'organisation de la semaine. À ce moment-là, j'ai pas mal de mes amis qui ont dit « mais c'est qui ce gauchiste qui vient nous expliquer la semaine de 4 jours ?» Et puis depuis... Ouais, en même temps, vos amis, ils partent de loin, il faut le dire. C'est beaucoup mieux quand c'est vous qui le dites. Pour les mais en attendant, le sujet, il a fait du chemin. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a un ministère qui est en train d'expérimenter le dispositif. Beaucoup d'entreprises sont en train d'y penser. Il faut que la droite, elle ait un peu d'audace. Donc, de temps en temps, c'est bien de secouer le tapis, quitte à casser un peu de vaisselle. Claire. Ouais, alors, moi, j'avais une question par rapport, en fait, à ce que... Parce que je trouve que votre position, justement, sur ce débat autour de cette réforme-là, c'est pas anodin par rapport à la vision que vous portez de l'économie. Et une des raisons pour lesquelles LR s'est effondré, c'est aussi que la vision économique que vous portiez, qui était globalement libérale, a été récupérée par Macron.
Et dans ce que vous décrivez dans la défense des carrières longues, du travail, de la qualité de vie des gens, en fait, ça implique un certain rapport de force avec ce qu'on va appeler globalement le capital et le système économique. Donc, est-ce que votre droite populaire, votre droite sociale qui s'inscrit un peu dans les pas d'un Chirac, elle est compatible en fait avec le modèle néolibéral? Est-ce qu'elle implique une rupture avec le modèle néolibéral? Oui, c'est parfaitement compatible. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Il y a le modèle libéral, il y a le capitalisme, tout ça, ce n'est pas la même chose. Et puis, il y a la loi de la jungle. Mais je sais bien, merci. Oui, mais je sais, bien sûr. Non, je n'ai pas supposé que vous le mélangiez. Mais c'est pour ceux qui nous écoutent, j'ai bien compris que vous ne le mélangiez évidemment pas. Et puis, il y a la loi de la jungle. Moi, je ne suis pas favorable à la loi de la jungle. Je ne suis pas favorable aujourd'hui à voir des acteurs économiques faire des profits qui n'ont pas de sens, qui ne veulent rien dire, qui sont de la pure spéculation. Moi, l'économie à laquelle je crois, c'est une économie qui crée de la richesse, vraiment, pas qui fait de la spéculation. Je vous prends un exemple concret. On entend beaucoup aujourd'hui parler du prix de l'électricité. Il y a quelques années, et c'est sous Nicolas Sarkozy en l'espèce, on a libéralisé le marché de l'électricité. À l'époque, c'était EDF qui avait un monopole. C'était l'ensemble des Français qui payaient, qui investissaient dans EDF avec leurs impôts. Et on a libéralisé, on a dit maintenant tout le monde peut vendre et acheter de l'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé? On a des boîtes qui se sont créées, qui n'ont pas créé un seul emploi, qui n'ont pas créé une seule usine, et qui ont dit nous, on va acheter de l'énergie qu'on n'a jamais fabriquée, et on va la revendre. Et on a créé une bulle spéculative, qu'on appelle le marché européen de l'énergie aujourd'hui, qui fait qu'on paye 100 fois l'électricité par rapport à ce qu'on pouvait payer à une époque. Ça, c'est pas l'économie que j'aime. Donc pour vous, c'est là où la droite a commencé à se perdre. En gros, quand elle a avalé un libéralisme... Honnête, elle n'est pas toute seule à s'être perdue là-dedans. Tout le monde s'est un peu perdu. Elle a été perdue, une partie de la gauche aussi. Une partie de la gauche aussi, je suis d'accord. En fait, moi, je crois, alors je ne suis pas un affreux communiste qui consiste qu'il faut tout contrôler, etc. Non, vraiment pas. Je pense que la liberté économique, c'est ce qui crée de la liberté au sens général du terme aussi. C'est bien d'avoir de la concurrence parce que ça stimule les uns et les autres. Mais je pense aussi qu'il faut des règles, des règles de base. Et d'ailleurs, je le dis d'autant plus que, vous voyez, quand on voit des grandes entreprises qui font des profits invraisemblables, qui ne sont pas justifiés, ça a un ricochet négatif sur toutes les entreprises qui méritent vraiment l'argent qu'ils gagnent. Et donc, je ne veux pas que ça installe une défiance à l'égard de toutes les entreprises, y compris des plus petites entreprises. Donc oui, je suis favorable à ce qu'on remette un peu de sens dans l'économie. Un peu de nationalisation, des choses comme ça? Ça passe pas nécessairement par la nationalisation. Enfin, concrètement, ça passe par EDF, quoi comme mesure? Si on parle d'EDF, oui. Pour EDF, il faut sortir du marché européen de l'énergie. C'est n'importe quoi. Début, oui. Personne ne peut défendre ce truc. C'est un bidule qui coûte de l'argent. Mais personne ne le défend. Monde. Enfin, il y en a de moins en moins maintenant. Il faut être honnête. C'est vrai. Personne ne le défend, mais personne n'a le courage de mettre les pieds dans le plat en disant maintenant on en sort. Sauf certains pays d'Europe qui en sont sortis. Mais nous, la France, on regarde, on dit c'est pas bien. Et vous vous rendez compte, le modèle est tellement stupide qu'on a perdu notre souveraineté énergétique, on l'a confié à un marché européen de l'énergie, et c'est l'État qui signe des chèques de 100 € pour les citoyens pour qu'ils puissent payer cette électricité qu'on arrivait à produire à l'époque et qui nous appartenait. Enfin, pardon, mais il faut vraiment être absolument cinglé pour pouvoir défendre un système comme celui-ci. Léa. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes engagé en politique pour changer la vie des gens, changer la vie des Françaises et des Français. Ça fait près de 14 ans, si je ne me trompe pas, que vous faites de la politique. Qu'avez-vous fait concrètement ? Quelques trucs. C'est vrai que ça fait 14 ans, je ne m'en rendais pas tout à fait compte. Moi, j'ai commencé, j'étais élu local, j'ai été maire. Donc voilà, j'étais maire de mon village, dans la commune où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai battu mon ancien instituteur qui m'avait appris à lire, à écrire et à compter quand j'ai commencé. J'ai créé une maison de santé qui fonctionne encore aujourd'hui, qui soigne beaucoup de monde, un accueil de jour pour les malades Alzheimer. C'était mon combat quand j'ai été élu maire de ce petit village. J'avais 25 ans, donc j'étais un gamin, plus encore qu'aujourd'hui. Et puis ensuite, je suis devenu conseiller général, conseiller régional. Je suis arrivé à l'Assemblée en 2017. J'ai porté 2 propositions de loi, une sur le handicap à l'école et une pour qui avait été soutenue par UFIN d'ailleurs. Oui, exactement. Et une pour lutter contre les violences conjugales qui a été adoptée à l'unanimité, qui fait aujourd'hui qu'on a le bracelet anti-rapprochement, qui est un outil qui permet de protéger les femmes. Que des trucs de gauche, quoi. Non. On les connaît, la maison de santé, le handicap à l'école, la lutte contre les violences conjugales. C'est là que je me dis que j'ai quand même un boulot monstrueux, parce que si vous vous dites que soigner les gens, protéger les femmes victimes de violences conjugales et bosser sur le handicap, c'est de gauche, c'est que vraiment la droite vient de très très loin. Bah, oui, la loi Veil... Peut-être. Oui, bien sûr qu'elle vient de loin. C'est vrai, c'est une certitude, ce que vous dites est juste.
La loi Veil sur l'avortement, c'est une loi qui protégeait les femmes. À l'époque, on l'a oublié, mais c'était plus que de leur donner un droit, c'était une protection des femmes, puisqu'elles étaient soumises à toutes les contraintes qui les poussaient à avorter. C'est la droite républicaine qui porte cette loi. Simone Veil, c'était pas une socialiste. Avec les voix de la gauche, on va quand même rappeler. Oui, puis avec certaines voix de la droite aussi, et pas toutes les voix de la gauche d'ailleurs à l'époque. Mais la loi sur les violences conjugales dont je vous parlais, on a réussi à la faire adopter à l'unanimité. Ma seule satisfaction, et je réussis pas toujours, j'ai fait plein de trucs inutiles et j'ai pas tout réussi, mais c'est que quand je rentre chez moi, là, vous voyez, on va finir de débattre demain. Bon, si Madame Borne, elle se réveille demain matin en se disant, bon, Pradier, il m'a assez cassé les pieds, on va céder sur les carrières longues, samedi, je vais rentrer chez moi, je me dirais, c'est pas mal, quoi. Il y a 200 000 Français pour qui la vie va changer. Si à vous tout seul, vous réussissez à obtenir plus que l'intersyndicale, oui, effectivement, vous pourrez être content de vous. Je précise qu'il nous reste 10 minutes, parce qu'ensuite, Aurélien Pradier retourne dans l'hémicycle. Sur les violences sexuelles et sexistes et les violences notamment conjugales, intrafamiliales, vous avez été très engagé. Vous avez, si je ne me trompe pas, coécrit une partie du programme de Valérie Pécresse pendant la présidentielle. J'ai écrit que les trucs bien. Hein. Oui, j'imagine bien. La situation actuelle au sein des partis politiques, qui est qu'il y a quand même un vrai problème à traiter les violences sexistes et sexuelles, notamment en interne. J'imagine que vous la regardez avec beaucoup de critiques. J'ai récemment entendu une interview de vous qui disait que finalement, ce n'est pas aux partis de se saisir de ces questions-là, mais c'est à la justice de s'en saisir. Il y a quand même un véritable problème sur la question des violences sexuelles et sexistes au sein des partis politiques. Les Républicains, et vous en êtes le vice-président, n'a absolument aucun dispositif pour traiter de ces questions-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je pense que ce n'est pas aux partis politiques de le faire. Moi, je me suis battu parce qu'on n'a pas les moyens. Enfin, quand une femme est en danger, un parti politique ne la protège pas. Est-ce que vous êtes favorable à la création d'une instance type HATVP comme le préconise d'ailleurs le HCE ? Mais moi, je ne veux pas de haute autorité. Je veux autre chose. C'est la dernière proposition de loi que j'ai portée à l'Assemblée nationale, qu'on a fait adopter contre l'avis du gouvernement. C'est la création d'une juridiction spécialisée, oui, c'est vrai. Comme on l'a pour le juge. Vous vous rendez bien compte que c'est insuffisant. Enfin, les entreprises mettent en place des mesures de signalement, des mesures d'enquête interne, etc., pour que les partis politiques ne le feraient pas. Je suis d'accord avec vous. Et le vôtre en particulier. Nous, on le fait. On le fait à l'intérieur. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on a des signalements, les cellules, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, si on a une victime de violences sexuelles et sexistes au sein des LR, que fait-elle ? Moi, je ne suis pas magistrat. Et donc, il faut comprendre une chose. Vous l'avez vu chez Europe Écologie Les Verts, les signalements. Vous avez vu les signalements ? C'est-à-dire que vous, dans un parti politique, vous vous signalez auprès de vos amis politiques. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça reste sous la cloche pendant des mois. On a eu l'exemple à Europe Écologie Les Verts. Ce qui compte, c'est que ça aille devant la justice. Parce que quand un homme est dangereux pour une femme, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse, par exemple, prendre une décision en disant maintenant il y a une interdiction d'approcher, maintenant il y a un bracelet anti-rapprochement. Mais dans un parti politique, vous connaissez la réalité de la justice aujourd'hui en France ? Eh bien, c'est pour ça qu'il nous faut une juridiction spécialisée. Et en attendant, eh bien, elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, elle n'est pas effective, ce n'est pas efficace. Mais c'est le combat que je mène et c'est le combat essentiel en Espagne, puisque c'est un pays qui a beaucoup d'avance. C'est pas une raison pour ne pas aussi intervenir sur le volet. Vous avez raison. Même en externe. Moi, je suis favorable à externaliser ce type de choses. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous ne devez pas vous tromper d'objectif. À la fin des fins, il faut que ce soit la justice qui décide. Parce que c'est elle qui a les armes pour protéger les femmes. Et tout le temps qu'on passe avant à être dans des conseils et des cellules, c'est un temps perdu pour les femmes. En Espagne, lorsque une femme saisit la justice, il y a une juridiction spécialisée, en 72 heures, la décision est prise. Le bracelet anti-rapprochement, les ordonnances de protection, qui sont des outils de protection des femmes aujourd'hui. Dans la loi que j'ai portée, on a réduit à 6 jours le délai pour avoir des ordonnances de protection. Vous ne pouvez pas faire une ordonnance d'éloignement pour une femme qui est typiquement victime de violence au sein d'un parti. Enfin, il faut que ça passe devant une juridiction, il faut que ça réponde à un certain nombre de critères. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les victimes de violence au sein de votre parti ? Mais il faut qu'elles aillent devant la justice. Enfin, c'est pas moi dans un parti politique. Mais attendez, qu'on se comprenne bien. Non, je fais pas rien. Mais vraiment, je pense que vous. Non, mais c'est une vraie question. Vous signalez. On a d'autres questions après. Vous commettez une erreur d'analyse. Lorsqu'une femme est en danger, elle va se signaler à son parti politique. Moi, j'ai pas de pouvoir pour prendre une décision en disant au type en question, maintenant, interdiction d'approcher. Ce que je veux, c'est que cette femme-là, vous pouvez le sanctionner politiquement. Mais qu'est-ce que ça lui fait de le sanctionner ? Il y a la présomption d'innocence là aussi. Qu'est-ce que ça non, mais par exemple, vous pouvez aussi ne pas investir des hommes qui sont connus pour des faits de violence. Mais lorsqu'il y a un danger, si je vois le type en question et que je lui dis, écoute, maintenant, tu vas voir, tu vas être puni, tu participeras plus aux réunions politiques. Mais c'est un contre-fou.
qui compte, c'est qu'un juge puisse le recevoir dans son cabinet et dire maintenant, il y a une décision de justice, interdiction d'approcher, bracelet anti-rapprochement. Vraiment, je vous le dis, ce n'est pas une manière de me dégager. J'ai lutté sur la création de la juridiction spécialisée pendant des heures à l'Assemblée nationale contre l'avis du garde des Sceaux pour qu'on puisse voter ce texte. Ce que je veux, ce n'est pas qu'on s'achète une bonne conscience, c'est qu'on protège ces femmes. Et à chaque fois qu'on perd du temps, on les met en danger. Claire. Oui, alors... Sur un autre sujet, du coup, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, moi, en vous écoutant en première partie, j'avais l'impression d'un discours quasi humaniste sur la protection des plus vulnérables, etc. Et je me demandais, parce que vous portez aussi une droite qui serait écologiste, et une des spécificités de l'écologie, c'est quand même d'avoir une approche globale, notamment de la solidarité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit, la droite humaniste, sociale et écologiste que vous portez face aux millions de réfugiés climatiques qui arrivent et qui vont avoir besoin de passer la Méditerranée, nos frontières, etc. Quelle cohérence vous mettez entre tout ça ? Vous avez raison sur les questions d'immigration. Il va falloir qu'on se penche, nous, sur le sujet, y compris à réinterroger notre logiciel. Vous voyez, il y a un combat très concret, parce que quand on parle d'écologie, et je sais que vous en parlez beaucoup, l'important, c'est d'aller vers le concret. Moi, j'ai mené durant la campagne interne une bataille sur la question de l'eau. Je disais, il y a un sujet essentiel dont on ne parle pas en matière environnementale, qui est l'eau. Non, mais vraiment, je voudrais vous interroger spécifiquement sur cette question-là. J'en viens au déplacé climatique. Vous avez aujourd'hui la moitié du continent africain qui, si on ne fait rien d'un point de vue climatique, dans quelques années, n'aura plus accès à l'eau. C'est là que les déplacements de population vont se faire. La montée de la température, c'est une chose, mais l'inaccès à l'eau, c'est ce qui fait le déplacement massif des populations. Et personne ne les empêchera de le faire et personne ne pourra le leur reprocher. Pour le moment, le projet de la droite, c'est plutôt de fermer les frontières. Il faut reprendre à la base. Reprendre à la base, ça veut dire reporter une politique avec l'Afrique pour qu'ils aient accès à l'eau et que ce pays et ce continent puissent se développer. Oui, mais ça, ce sont des vrais sujets migratoires. Oui. Il y a des études qui montrent qu'une partie des migrations actuellement à l'œuvre sont déjà liées à des phénomènes climatiques, écologiques, etc. Et la droite est déjà en train de dire on n'en veut pas. Durcissez les procédures d'expulsion. On va le voir, l'influence de la droite sur la prochaine loi Asile et Immigration. Donc vous êtes déjà dans ce discours-là qui est en fait en contradiction, et c'est là où je voudrais vous entendre, en contradiction avec le discours social que vous avez sur la protection des plus vulnérables. Je ne pense pas que ce soit en contradiction en réalité. Moi, ce que je souhaite de toutes mes forces, et d'ailleurs c'est ce que la France et certains pays d'Europe ont fait pendant des décennies, c'est s'assurer que, par exemple, si on prend cet exemple-là, le continent africain puisse se développer. C'est la meilleure garantie, à la fois pour ces populations qui, d'ailleurs, ne souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir vivre dignement dans leur propre pays. Et vous savez, ce n'est pas un sujet ou un autre. C'est les deux sujets en même temps. On a passé tellement de temps à gérer des frontières qui n'existent plus, à avoir ces débats que vous évoquiez sur le fait de dire il faut fermer les frontières alors qu'on n'a même plus de frontières, qu'on a oublié les autres sujets aussi, qui sont notamment les questions de développement avec ces pays. Mais là, on est sur le même genre de réponse que par rapport à la question de Léa. C'est-à-dire que oui, en attendant que la justice soit parfaite, en attendant qu'on ait aidé le continent africain à... Ce qui est par ailleurs un peu colonialiste, qu'est-ce qu'on fait comme personne fait les choses. Ah non, c'est pas du tout... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, votre parcours politique part de choses très concrètes et d'une situation d'élu local. Par rapport à ces questions-là, par rapport aux gens qui sont déjà là, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui sont déjà là, on en accueille beaucoup déjà. Vous le voyez bien. Mais vraiment, je veux pas... Dans quelles conditions? Oui, mais je suis d'accord avec vous dans quelles conditions. Et d'ailleurs, vous savez, on peut s'acheter toutes les bonnes consciences du monde. Quand je vois aujourd'hui les conditions dans lesquelles on accueille ces populations, je pense que personne ne peut en être satisfait. Vous savez, moi, je vois beaucoup de responsables politiques aujourd'hui qui disent il faut continuer à accueillir, il faut continuer à accueillir. Est-ce que ça les préoccupe de voir les bidonvilles dans lesquels on les met? Et je pense que ça, c'est un sujet qu'on doit poser. Vraiment, je veux vous dire que vous avez peut-être le sentiment que je me défausse, mais c'est pas ça. Sur tous ces sujets, je veux qu'on traite tout en même temps. Non, c'est pas colonialiste de dire au continent africain, nous allons travailler avec vous pour votre développement. C'est pas du tout colonialiste. Ce qui est colonialiste et ce qui est irresponsable, c'est le fait que depuis quelques années, la France se soit totalement retirée de ces territoires en disant maintenant vous vous démerdez. Non, nos intérêts économiques ils sont bien défendus. Oui, là où certaines entreprises y ont encore des intérêts. Quant à la France, pas parmi les plus petites. Pas les plus petites, mais quant à la France elle-même, on y fait beaucoup moins. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Syrie et en Turquie. On en a parlé tout à l'heure, oui. On oublie presque que la communauté internationale a abandonné ces territoires depuis des années.
depuis des années, que, en l'occurrence, c'est Bachar al-Assad qui commande l'essentiel de ces territoires, qui les bombarde et qui aujourd'hui prétend venir les sauver. Tout ça, il y a la Russie qui les investit aussi depuis un paquet de temps. Bien sûr, mais tout ça, ce sont des politiques internationales qu'on a abandonnées. Et vous verrez notamment en Syrie que la conséquence de tout cela, ce sera, parce qu'on n'est pas intervenu notamment immédiatement après le séisme, ce sera des déplacements de population. Donc la droite que vous défendez, elle sera en faveur, par exemple, d'un investissement de la France très fort dans les fonds d'adaptation au changement climatique, dans un renforcement du système de droit d'asile. Mais il faut l'être beaucoup plus précisément, notamment sur cette question de l'eau. Enfin, j'insiste beaucoup, mais parce que c'est un sujet absolument stratégique, dont on parle que trop peu, et qui est sûrement le sujet environnemental de premier plan, sur lesquels en plus on a de vraies capacités d'innovation, parce qu'on a de grandes entreprises françaises qui savent faire de l'accès à l'eau, notamment dans les territoires compliqués, je pense au continent africain. L'eau, c'est un magnifique combat. En plus, c'est un combat qui parle d'un bien commun. Que vous avez en commun avec un certain Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs. Oui, et pas seulement. Ou alors, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a en commun avec Aurélien Pradier. On ne sait pas. Je ne sais pas si c'est le plus embêtant pour l'un ou pour l'autre. J'ai une dernière question pour vous, Aurélien Pradier. Vous avez une particularité à droite, quand même, qui est intéressante. Vous ne devez rien à personne. Vous n'êtes pas l'enfant d'un baron particulier. Je dis ça parce que votre carrière politique au niveau local, vous l'avez construit tout seul, en prenant votre bagnole. C'était une 4L, en l'occurrence. Vous avez fait le tour du département. Vous avez poncé votre circo, comme on dit, pour aller rencontrer des électeurs. Vous avez arraché une circonscription à la gauche. Et vous êtes arrivé à Paris avec une différence avec beaucoup d'autres élus dans votre camp, c'est que vous ne devez pas votre poste, votre investiture, votre place à un grand baron national qui, localement, fait les carrières et les défait comme il veut. C'est une posture particulière dans ce camp politique-là. Je ne suis pas le seul, mais moi je dois tout aux Lotois, en fait, qui m'ont fait confiance à 21 ans, avec ma mobilette, quand je suis allé faire le tour des maisons, et puis ensuite en 4L. Donc je leur dois tout aux Lotois. Moi, je suis un gamin de la République, c'est-à-dire que rien ne me prédestinait à être devant vous aujourd'hui, à être député, à me batailler comme je bataille, à tenir tête à Elisabeth Borne. Je vais même plus loin que vous, c'est-à-dire que si à 36 ans, vous pouvez vous déclarer candidat à la tête du parti, si vous pouvez presque seul contre tous dire que vous n'êtes pas d'accord avec la décision du parti, emmerder le gouvernement sur les carrières longues, etc., c'est parce que personne ne peut vous dire de la fermer. C'est aussi... Non, mais c'est aussi alors ça. Certains essayent, je vous assure que c'est... Oui, et on les embrasse d'ailleurs, mais... Oui, moi je les embrasse beaucoup, je leur envoie beaucoup d'amour. Non, mais on peut le dire, c'est aussi du côté du palais du Luxembourg, Gérard Larcher, Bruno Retailleau, qui vous ont même menacé de vous virer du parti. Il n'y a qu'une carrière que j'ai grillée depuis 2 semaines, c'est la carrière de sénateur. Je peux être absolument sûr que... Il y a peu de chances que je devienne... dans votre plan. Non, et il y a peu de chances que je devienne sénateur. Non, en fait, il y a des avantages et des inconvénients à être libre. L'avantage, c'est qu'en effet, je peux garder cette liberté. Bon, il y a aussi quelques inconvénients à la liberté. C'est que vous prenez vos risques vous-même, vous n'avez personne pour vous protéger. J'ai rencontré dans mon parcours des femmes et des hommes politiques qui m'ont accompagné. Vous voyez, Christian Jacob en a fait partie. Maintenant, c'est à moi de voler de mes propres ailes et puis de savoir ce que je veux faire de tout ça en n'oubliant pas d'où je viens. Bon, je ne sais pas ce qu'on vous souhaite. En tout cas, à très court terme, on vous souhaite qu'Elisabeth Borne, effectivement, vous annonce peut-être ce soir, peut-être demain, une bonne nouvelle sur les carrières longues. Ce qui montrera je suis sûr que vous allez me porter chance. Et porter chance aux Français. Je n'en sais rien. Merci Aurélien Pradier d'être venu sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, donc Aurélien Pradier qui nous quitte, puisqu'il retourne là, maintenant tout de suite dans l'hémicycle pour la suite des débats sur la réforme des retraites. J'espère que vous avez un peu mieux cerné le personnage et ses particularités dans son propre camp. Ah bah ouais, du coup j'ai compris pourquoi il était de droite finalement. Quoi, t'avais des doutes avant, c'est ça? Écoute, en début d'émission, oui, on aurait pu se poser la question. C'est vrai qu'il y a quand même... début sur les carrières longues, oui. Ouais, du Laurent Berger dans le oui, tête, voilà, oui, Laurent Berger, qui est de droite peut-être un peu aussi, mais bon, après à la fin on a compris pourquoi il était de droite, quoi. Non, je sais pas, c'est profil intéressant. Ouais, moi je trouve ça intéressant parce qu'en fait on n'a plus du tout l'habitude aussi d'entendre cette droite-là. La droite qui a complètement justement avalé le libéralisme, on sait où elle est. Et puis la droite qui vire à l'extrême droite, on la connaît aussi. Oui. Mais la droite qui est dans l'héritage de De Gaulle, dans une espèce de vision du rôle de l'État, de la régulation. Non, pas du tout. Ouais. Alors ça reste la droite, effectivement, comme on a compris. C'est du catholicisme sur social. Quel point, mais il n'a pas d'espace politique dans cette droite-là. Il n'y a pas d'espace politique pour lui en ce moment.
Oui. Et c'est une bonne question. Évidemment, moi, on aurait pu lui poser la question. J'avais un milliard de questions. Moi, j'avais encore plein de questions. Là-dessus, notamment sur Éric Ciotti et ce à quoi il joue en ce moment. J'avais des questions évidemment sur le cordon sanitaire. Moi, quand j'entends parler de Chirac, ça m'intéresse vachement de poser quand même la question de savoir. Et la lutte contre l'antisémitisme, c'est toujours une priorité. Et puis, il a fait la campagne de Valérie Pécresse qui parle de grand remplacement quand même dans un de ses discours. Donc, comment se revendiquer du cordon sanitaire encore à ce moment-là? Non, mais j'arrive pas à savoir à quel point soit il est complètement tout seul dans un parti qui depuis très très longtemps a lâché la rampe et effectivement est parti ailleurs, ou alors est-ce qu'à l'inverse il est à l'aune d'un retour de cette droite-là qui a peut-être un espace demain, j'en sais rien. Parce que dans un peu de politique fiction, en fait dans les années à venir on va vivre l'après Macron dans le sens c'est ça, sur les ruines du macronisme. Donc en fait sur les ruines du macronisme, est-ce que cette droite... J'ai du mal à mettre le mot social dedans vraiment, mais cette droite sociale, est-ce qu'elle a un espace qui se reconstruit quoi? Bon, à suivre en tout cas. C'était celle d'Emmanuel Macron. Xavier Bertrand était censé incarner cette frange-là. C'est vrai. D'ailleurs, il a soutenu Aurélien Pradier pour la primaire des LR, pour la présidence. Ouais, absolument. Non, mais c'est vrai, t'as raison sur Xavier Bertrand et son opposition franche au Rassemblement national par rapport à un Ciotti qui était plus ambigu. Non, mais c'est vrai. Bon, intéressant à suivre en tout cas les évolutions de cette droite-là à l'avenir. C'était trop cool. Je vous propose que, alors du coup, il va pas pouvoir y jouer avec nous parce qu'il est de retour dans l'hémicycle, soi-disant, il a plus important à faire. Il peut peut-être jouer à distance dans le chat. Ouais, c'est ça. Dans son taxi. Il a repris du stop sur les mots croisés aujourd'hui. Parce que Dussopt jouait aux mots croisés pendant dans l'hémicycle. Donc s'il commence à jouer avec nous sur Backseat, je pense qu'il va... Non mais en vrai, il m'a dit franchement ça la fout mal si je suis sur Twitch en train de jouer au quiz à la con pendant que mes collègues machin, ils vont m'engueuler, ils auront raison. Ça passe moyen. Chers amis, je vous propose qu'on passe au quiz à la con. C'est parti pour le quiz à la con, let's go. Et je m'incruste. Et du coup, il y a Adèle qui voulait jouer et qui Salut Aurélien. Vient jouer avec nous. Oui, je ne suis pas Auréliane. Alors, le quiz à la con, chers amis, comme chaque semaine, c'est assez simple. Des questions, 4 propositions de réponse. Vous votez dans le chat A, B, C ou D selon ce que vous estimez être la bonne réponse. Vous écrivez pas votre réponse dans le chat, vous votez vous répondez au sondage qui va être fait dans le chat en cliquant sur la bonne réponse. Les filles, vous connaissez le concept. J'ai rien compris. C'est peut-être pour ça que je perds à chaque fois. J'ai pas compris les règles. Alors, c'est évidemment un quiz à la con spécial Saint-Valentin. Bien entendu. Mais oui, bien sûr. Alors, j'ai peur. Première question de ce quiz à la con. Quel fut le premier amour de Magda Goebbels, la femme du ministre de la propagande nazie? Le premier amour. Son premier amour. Ou son premier amour. T'as vraiment dit amour. J'ai vraiment dit le premier amour. Oui, t'as dit amour et c'est plutôt mignon. Ça pourrait être un instrument. Oh, c'est choumi. Ou un petit animal, un tamour. Donc, celle qui deviendra plus tard la femme de Goebbels, Magda Goebbels, c'était qui son premier amour? Réponse A, un jeune peintre nommé Adolf Hitler. On n'a pas les bonnes réponses qui s'affichent. Réponse B, qu'est-ce qui se passe? Le quiz les cassé. Ils se sont trompés dans la régie, dans le quiz. J'ai l'impression que vous déjà vu ces... Ah là, vous vous êtes trompés de... A, B, C, D. Voilà. Là, je pense qu'ils sont en panique à l'heure qu'il est. Ils attendent de nous qu'on meuble. Je pense qu'ils attendent de nous. Est-ce que toi, tu les as, les questions? Moi, je les ai. Du coup, je rigole. Surtout qu'ils vont être virés, quoi. C'est ça qui est con. Donc, réponse A, un peintre nommé Adolf Hitler. Réponse B, Haïm Arlozorov, un dirigeant de l'agence juive. Pierre Brossolette, futur grand résistant français. Ou Magdalena Beiersdorf, une icône du cabaret à Berlin. Du quoi? Donc Magda, ça serait tapé Magdalena? C'est ça le cabaret. Okay. Parmi ces 4 propositions de réponse, il y en a une qui est vraie. Parmi ces 4 propositions, qui fut le premier amour de Magda Goebbels, celle qui, du coup, a été finalement la femme du ministre de la propagande nazie? Réponse A, Adolf Hitler. Réponse B, le dirigeant de l'agence juive. Réponse C, Pierre Brossolette, le futur grand résistant français. Ou réponse D, une icône de cabaret à Berlin. La 4. Une icône de cabaret, une romance lesbienne avant c'est mieux que la A, clairement. Oui. Pas se mentir. Je sais pas, non, il était à Vienne. Est-ce qu'elle aurait pu se le taper? J'en sais rien, je sais pas. Moi, je pense que c'est ça, mais. Ah ouais? Je pense que c'est Lux d'Adolphe qui. Je sais pas. Ah, c'est bon, on a les bonnes réponses. Merci, la régie, vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup. Enfin, c'est vrai que je suis comme Claire, j'ai envie d'y voir un peu de magie, mais j'ai vraiment du mal. Mais on ne sait pas, donc on fait des paris sur la beauté de l'histoire.
Ouais, compliqué de trouver de l'amour, même dans les pires âmes du monde. Là, c'est très compliqué. Là, c'est très très dur, je suis assez d'accord avec toi. Adèle, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais répondre la réponse B. Haïm Arlozorov. Parce que t'arrives pas à le prononcer et que c'est assez drôle déjà. Je sais pas du tout. Et qu'ensuite, ça serait Sacha, du coup... qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais suivre Adèle. Tu suis Adèle? C'est quand même chaud. Hein. Je veux dire, si ton amour de jeunesse était le président de l'agence juive, le dirigeant de l'agence juive, et qu'ensuite tu sors avec Goebbels, enfin tu te maries et tu fais ta vie avec Goebbels. Tragique. On fait des erreurs parfois dans sa vie, il faut bien le dire. Oui. Parfois des erreurs de vieillesse, du coup. Claire, t'en penses quoi? Moi, je reste sur la D. Hein. Toi, tu restes sur la réponse D. Magdalena, j'ai envie d'y croire aussi, c'est vrai. Léa, t'en penses quoi? Je vais dire la C. Tu dis réponse C. Pierre Brossolette. Ouais. Je connais pas sa biographie. Moi non plus, donc pourquoi pas. Ils auraient pu se rencontrer, très bien. Idée, le chat a voté réponse B majoritairement. Eh bien, c'est la bonne réponse, bravo. Bravo Adèle et bravo Sacha. Le chat et le public, hein, Effectivement, c'était bien son premier amour. Elle était même assez dévouée à la cause sioniste. Elle a appris l'hébreu, elle a même porté l'étoile de David que Victor Arlozorov lui a offerte. Mais leurs chemins se séparent et comme beaucoup d'entre nous, elle va trouver plus tard un mec un peu opposé à son ex. Un toxic boy. Parfois, c'est quand même... Ah oui. Là, c'est un peu grave, ça va loin quand même. C'est plus un grand écart là. Ouais, là c'est quand même assez loin d'aller chercher Goebbels, voilà. Ouais. Mais elle a appris l'hébreu et elle a défendu la cause sioniste. Elle a porté l'étoile jaune en solidarité et tout. Non, c'est mais je pense en fait on se rend pas compte aussi à quel point c'était mainstream en fait. C'est devenu une idéologie dominante dans une société. Et pour ça, c'est très intéressant de lire les formidables travaux de Johan Chapoutot et de totalement. Merde, le deuxième, comment il s'appelle? T'as voulu briller en soirée, s'il vous plaît? Non, je connais. C'est la fin de Backseat. Johan Chapoutot, l'historien, et son camarade avec qui, ils font souvent des trucs ensemble. Et effectivement, ils ont écrit tout un bouquin sur la société nazie et sur le fait qu'effectivement. Jules Ingrao. Christian Ingrao, le Tchad, évidemment, le meilleur. Christian Ingrao, toutes mes excuses. Et donc voilà, et donc effectivement, ils ont écrit des livres fascinants qui décrivent le fait que dans la bonne société allemande, c'était parfaitement normal d'être nazi. C'était même plutôt très bien vu. Alors, deuxième question de ce quiz à la con. Complétez cette phrase de Bernadette Chirac à propos de son mari. 2 points, ouvrez les guillemets. Jacques m'a beaucoup trompé. Je les connais toutes. Mais il n'y en a que 3 à qui j'en veux. Et vous savez ce qui me fait plaisir aujourd'hui? Réponse A. Qu'elles sont mortes. Elles sont toutes les 3 mortes. Ouais, c'est ça. Réponse B. Elles sont toutes devenues socialistes. Réponse C. Elles sont aussi laides que moi. Ou réponse D, elles ont toutes floppé sur OnlyFans. D, évidemment. Bernadette Chirac. Moi, j'ai forcément voté B. Hein. Donc, je répète effectivement la question. Il faut compléter une phrase qu'a vraiment prononcée Bernadette Chirac à propos de son mari. Jacques m'a beaucoup trompé. Je les connais toutes, mais il n'y en a que 3 à qui j'en veux. Et vous savez ce qui me fait plaisir aujourd'hui? Réponse A. Elles sont toutes les 3 mortes. Réponse B, elles sont toutes devenues socialistes. Réponse C, elles sont aussi laides que moi. Réponse D, elles ont toutes floppé sur OnlyFans. Moi, je la vois bien se réjouir de la mort des autres. Ah ouais, moi aussi. Pardon, c'est un peu gratuit, mais vraiment, c'est... Le pire, c'est Queen. Le pire, c'est un peu Bernadette Chirac. Je crois que ça m'est venu naturellement quand t'as dit la phrase, tu vois, on n'avait pas encore la réponse. Peut-être que j'ai un peu de Bernadette Chirac en moi, mais... Peut-être. C'est tout ce que je te souhaite ou non, pas? Non. Sacha, t'en penses quoi? Aussi, ouais. Peut-être pas. C'est un personnage ignoble. Elles sont toutes les 3 mortes. Je la vois tellement dire. Ah ouais. Personnage ignoble à ce point-là, Bernadette Chirac? Avec les frasques de son mari, un peu quand même. Je pense qu'elle est un peu cynique. Pas facile à vivre, je veux bien. Rigide, on dit. Rigide. Voilà, rigide. C'est pas évident, ouais. Elles sont toutes devenues socialistes, c'est assez drôle. Quand même. En fait, c'est marrant. Elle serait capable de dire elles sont aussi laides que moi aussi. Tu sais qu'elle a chouré l'immobilier à l'Élysée. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. C'est au moment où après en 2007, quand il a quitté l'Élysée, il y a le conservateur des monuments nationaux qui lui a envoyé un courrier qui a évidemment fuité dans le canard enchaîné, lui demandant son concours pour bien l'aider à retrouver quelques bibelots. Rendez la vaisselle. Sous-entendu, on sait très bien que c'est vous qui l'avez. Il y avait des horloges, des trucs Louis XIII et tout, c'était barré avec. Allez, pop-up. Bon, en même temps elle est restée des années à l'Élysée, bon. Du coup, il y a beaucoup de cadeaux, donc tu peux pas tous les accumuler, donc elle a voulu aider. Tu vois, elle a vu filer un coup de main, elle les a stockés. Sinon, après, c'est Marie Kondo, quoi. Qui des poussières derrière. En fait, Bernadette Chirac, c'est Marie Kondo de la République.
putain. Pardon, je suis trop contente de ma vanne. Vos réponses, du coup, vos réponses, vous en pensez quoi? Elles sont toutes les 3 mortes. C'est ta réponse à toi, c'est ta réponse à toi. Claire, t'en penses quoi? Ah, ça me fait hésiter, du coup, j'ai envie de vous suivre sur la A. Bon, j'avoue. Je vais suivre sur la A. T'as aucune personnalité, Claire. Je déconne. T'as le droit de suivre, il n'y a aucun problème. De toute façon, en plus, tu suis le chat aussi, qui visiblement a voté pour la réponse A. Léa? Bah ouais, il n'y a pas... Réponse A aussi. Ouais, tout le monde est d'accord sur la réponse A. Eh bien, c'est la bonne... Non, c'est la mauvaise réponse. Mais non, ouais, me la dis bonne pas que c'est la réponse, B. c'est la réponse C. C'est pas une blague. waouh. C'est la journaliste j'ai failli Catherine le Ney. dire. C'est la journaliste Catherine Ney qui rapporte ces propos de Bernadette lors d'une convention, lors d'une conversation qu'elles avaient eue. On n'a pas le nom des 3 personnes, mais Catherine Ney dit que cette phrase a vraiment été prononcée par Bernadette Chirac, ce qui montre qu'elle a un sens de l'humour quand même. Et c'est marrant, monsieur. L'autodérision bizarre. Oui, l'autodérision. Beaucoup de... Elles sont aussi moches que moi. Beaucoup d'amour pour elle-même. C'est un peu dark. C'est lourd, quoi. Oh là là. Ouais, C'est pas grave. Hein, Bon. 3e question de ce quiz à la con. Lequel de ces partis politiques existe réellement? Réponse A, le parti hongrois du chien à 2 queues. Pas le rapport avec la Saint-Valentin. Réponse B, le parti danois du chat à poil ras. Le parti turc de la loutre timide. Ou le parti autrichien du scarabée vengeur. Waouh. Mais ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Ouais, mais tu sais, Max, parfois, il n'a pas compris la consigne. Oui, ça c'est vrai, remarque. Ouais, oui, non, c'est vrai. Ou parti politique. Pouf. Ouais. Lequel de ces partis politiques existe réellement? Mais genre, c'est un symbole important dans le pays. Et tu sais, il y a des partis régionalistes sur des cultures régionales sous nos contrées et sous nos latitudes romaines, on n'est pas trop habitués. Mais dans les pays d'Europe du Nord, il y a des partis régionalistes culturellement très ancrés dans des trucs un peu chelous. Des partis de la chasse, des partis de la bière et tout. On en a eu en France, Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Oui. C'est un espèce de parti de la ruralité un peu particulier. Bien sûr, mais tu vois, par exemple, je sais pas, tu vois, si la loutre est vraiment en Turquie, je suis... Et surtout, est-elle timide? Ouais. Et je verrais mal un parti politique s'auto-désigner comme timide. C'est pas très... Après, peut-être que c'est une rêve culturelle à une bataille. Alors que 2 queues, finalement, c'est... En Hongrie, c'est tout aussi étrange, j'ai envie de dire. Ou Scarabée, c'est pas une fable hongroise, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est ça, moi j'étais sur cette piste-là. Genre, ça a une signification locale qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas la ref. Est-ce que le chien de queue, c'est pas le en même temps? Tu vois, je sais pas, on cherche des idées. C'est le macronisme. Est-ce qu'il les remue les deux en même temps? Et pour la même raison. Non, mais c'est dégueulasse, ça là. Faites des dons, hein. Sacha, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai une passion pour les loutres, donc juste par passion pour les loutres, je vais répondre la C. Ah, c'est mignon, ouais. Je suis d'accord avec toi, j'aime les loutres. C'est là donc que le je me dis parti finalement... turc de la loutre timide. Dans un sens, je me dis, c'est peut-être pas plus mal que Pradier soit pas resté. Et tu sais que les loutres, c'est des gros violeurs. Les loutres? C'est les dauphins aussi, c'est vrai. Les loutres aussi? Mais attends, les loutres, elles dorment ensemble pour pas se perdre et tout. Elles se tiennent par la main, c'est mignon, mais elles sont pas très sympas avec les autres. Peut-être qu'elle est trop timide, justement, pour... Extraordinaire, cette émission. Je remercie toutes les équipes de prod, évidemment, à la technique, qui rendent possible ce moment génial. D'accord, donc, ok. Ouais. Bah écoute, c'est une information. Fort bien. Vos réponses, du coup? J'aurais plus jamais le droit de remplacer l'invité qui parle. Oh là là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit même que les loutres, c'est des nécrophiles. Mais les dauphins aussi. Je propose non, les pingouins, c'est les pires. Il faut qu'on vote. Il y avait eu un article. Je vais me faire ban tweet avec vos conneries. Fermez-la au bout d'un moment. De la vie sexuelle des pingouins, c'est un enfer. Voilà, je te propose qu'on n'en parle plus. Voilà. Vous allez me donner vos réponses et puis on va passer à la question suivante. Sacha. Le chat à poil ras, du coup. Le chat à poil ras, formidable. Merci Sacha. Je ne te demande pas pourquoi, je veux pas le savoir. Claire. La A, parce que j'aimais bien l'idée du macronisme hongrois avec le chien à 2 queues. Le chien à 2 queues, très bien. Léa? Ouais, j'aime bien le chien à 2 queues aussi. Enfin, le parti hongrois du chien à 2 queues. Voilà. J'essaie de garder tout mon sérieux. Adèle? Réponse A. Réponse A également, le parti hongrois du chien à 2 queues. Le chat a voté quoi? Merde, j'ai pas vu la réponse du chat, excusez-moi. Le chat est perdu là. Le chat ne sait même plus de quoi on parle. Il a voté réponse A aussi. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo à tous et bravo au chat. Effectivement, ouais. Le parti hongrois du chien à 2 queues a pour but de se moquer de l'élite politique. En fait, c'est un parti anticorruption.
Les autres promesses du parti incluent une semaine de travail, 2 couchers de soleil par jour, de la bière gratuite, des impôts bas, la vie éternelle et la paix mondiale. C'est pas du tout le macronisme, en fait. Parce que de la bière gratuite, c'est possible, la vie éternelle, donc du coup, en Hongrie aussi, c'est ça le... Et oui, après les 2 couchers de soleil par jour, tu vois, voilà. Le parti a été fondé dans les années 2000 et il existe toujours aujourd'hui, donc ça fait partie de ces partis qui existent pour se moquer de l'élite politique et plutôt anti-corruption. Ce qui en Hongrie n'est pas une mince affaire. 4e question de ce quiz à la con. Qu'a décidé Claude Pompidou, la femme de Georges, pour l'enterrement de son mari? Réponse A, elle a refusé que les ministres assistent à l'enterrement. Réponse B, elle a refusé qu'on dépose des fleurs, car Georges en avait horreur et préférait des dessins de fleurs plutôt que des fleurs. Elle a refusé la Marseillaise et préfère un air de Debussy, son compositeur préféré. Ou réponse D, elle a organisé un grand loup-garou, elle trouvait que le décor s'y prêtait. J'avoue. Georges Pompidou est mort. Oui, pardon pour ceux qui apprennent la nouvelle ce soir. Oui, Georges Pompidou. Si quelqu'un peut mettre à jour sa page wiki, prévenez Twitter, hein. Georges Pompidou est mort. Ah, ça va sortir, ça. De quoi? Il va y avoir une dépêche AFP. Ah bah ouais, dépêche reprise Backseat. Pompidou est mort. Ah oui. Pompidou est mort, du coup, présidentielle et élection de Giscard, t'imagines? Oh, non. Du coup, c'est Gérard Larcher qui va convié à un grand jeu de loup-garou. Exactement. Du coup, Gérard Larcher prend l'intérim de quoi? De Georges Pompidou. Voilà, prend l'intérim. Super. Yes. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle a décidé, la femme de Georges Pompidou, pour son enterrement? L'enterrement de Georges Pompidou. Elle a refusé que les ministres assistent, elle a refusé qu'on dépose des fleurs parce qu'il avait horreur de ça, elle a refusé la Marseillaise, elle a préféré Debussy. C'est classe de refuser la Marseillaise. Ah ouais, c'est moi j'en peux. Ouais, mais Georges Pompidou quand même. Ouais, mais c'est un peu de panache, tu vois, surtout pour mettre son compositeur préféré et tout. Moi j'aime bien. Ouais, en plus Debussy, c'est pas désagréable. Mais ce que je trouve troublant, c'est quand même que t'as précisé, elle refuse les fleurs parce que Georges en avait horreur, il préférait des dessins de fleurs. C'est quand même très très pointu. Bah, tu sais, c'était il aimait l'art, quoi. Oui, mais... C'était un esthète. Ceci dit, il n'aimait pas trop l'art figuratif. Donc les dessins de fleurs... Non, mais il était là genre... mais c'est vrai. Vincent, dépose tes tournesols sur la tombe de Georges, pas de problème. Mais pas des vrais tournesols. Non, je sais pas. Le chat a voté quoi? Il est encore en train de voter. Vos réponses? Moi, je dirais la A, parce que je comprendrais que en ce moment comme ça, il y a une envie de... Pas de ministre, pas de trop de politique, de trucs qui ont pris de la place pendant toute leur vie à eux deux. Donc réponse A, pas de ministre à l'enterrement de Georges Pompidou. Usul répond réponse C, je le vois dans le chat. Salut Usul, on t'embrasse. Moi je vais suivre Usul du coup. Évidemment. J'avoue, ouais. Donc tu dis réponse C, pas de Marseillaise Debussy? Moi, j'aurais fait ça parce que... Pas de Marseillaise Debussy, réponse C pour Léa je ne suis pas Claude Pompidou. Hein. Non, j'avais deuxième info fondamentale de la avant la réponse du Jules, quand même, je tiens à le préciser. Et De Gaulle est mort aussi. Oui, pour le chat. De Gaulle est mort? Non. On apprend beaucoup. Voilà, juste pour le merde, quelqu'un a balancé ça dans le chat? Tu veux dire que le vieux monde est derrière nous? Oh là là. Adèle, ta réponse? Moi, je reste sur les fleurs. Toi, tu restes sur les fleurs, c'est beau. Le chat a voté quoi? Réponse C, lui aussi. Le chat a suivi Usul. Ok, très bien. Usul a dit qu'il avait répondu au pif. Est-ce que tu crois que d'habitude, il répond pas au pif? Ah non, non. Et bien, la bonne réponse, chers amis, c'était la réponse A. Ouais. Oh la vache. Et oui, c'était la réponse A. Ouais. Georges Pompidou est mort le 2 avril 1974. Sa femme refuse que les ministres assistent à son enterrement. Elle déclara: la politique m'a pris mon mari. Je ne veux pas partager mon deuil. Oh. Attends, elle l'a obtenu. Je trouve que ça a du panache. Et elle l'a obtenu. Bah oui. Bah oui. Du coup, il y avait des fleurs. Alors je pense que quand on parle et la Marseillaise. Quand on parle d'enterrement pour un chef d'État, il y a la cérémonie officielle aux Invalides. Évidemment, là, tu peux pas empêcher qu'il y ait toute la garde nationale et évidemment les députés et tout le Gotha parisien. Ouais, en revanche, la partie peut-être un peu plus personnelle, machin. Là aussi, normalement, il y a les ministres, les proches politiques. Mais je trouve que la phrase a du panache. Tu l'imagines en deuil et qui dit: la politique m'a pris mon mari. Il est hors de question que je partage mon deuil avec tous ces gens-là. Enfin, je comprends bien l'idée. On apprend ça dans le documentaire de Pierre Hurel qui s'appelle Claude et Georges Pompidou. En même temps, elle a dû en profiter un peu de ces gens-là et de la politique et du fait d'avoir été... Moi, je suis pas dans les couples, la première je sais dame. Il y en a qui ça me plaît pas. Excuse-moi, Claude, mais va falloir revenir avec ton argument éclaté au sol. Là. T'aimerais bien une première dame? Elle aussi, elle est partie avec des bibelots.
mais vraiment, quoi. Bah, du coup, tu regarderas le documentaire Claude et Georges Pompidou non, merci. de Pierre Huret. Ça a l'air d'être un documentaire qui peut-être dit des choses. Voilà, j'en sais rien. Il était très joyeux ce quiz de la Saint-Valentin. T'es arrivé toute guillerette et tout. Cool. On arrive à la fin du quiz à la con.